Je ne sais pas si on doit être optimiste, sceptique. Concernant le prochain projet de loi, c'est le rôle de la démocratie dans notre pays. Un projet de loi devrait être déposé et discuté par le Parlement. Moi, je suis très heureux avec Régis d'être parmi vous ce soir. J'ai, durant mes années de parlementaire, travaillé beaucoup sur les lois bioéthiques en tant que rapporteur de 2 révisions de loi, et avec Jean Leonetti, d'avoir participé à ce travail du Parlement sur la loi de 2007. Chacun d'entre vous, par rapport à la mort, vous avez en tête un certain nombre de situations douloureuses, parfois, qui ont touché vos familles, qui ont touché vos proches. Et par rapport à ça, vous êtes fait individuellement une opinion. Alors, pourquoi le législateur vient sur un sujet aussi intime que la mort? Et nous revenons aujourd'hui dans ce débat à un moment où la mort est réapparue à travers cette période du Covid. Ce qui s'est passé dans les EHPAD, où il était très difficile pour des familles de faire son deuil. On a redécouvert ce sujet qui était plus loin, car dans notre société aujourd'hui, on parle de loi mouvementée. La mort se passe bien souvent à l'hôpital, puis à domicile. Il n'y a plus 3 générations sous le même toit. Bref, le sujet qui se pose pour le législateur, et qui s'est posé, je parle sous le contrôle de Régis, pour le CCNE, c'est tout simplement faire concilier les trois mots de notre devise républicaine. Le premier mot est le mot le plus important, fraternité ou solidarité. Liberté ou l'autonomie de la personne. L'égalité, c'est les conditions sur notre territoire qui parfois sont très inégales. Et donc le travail que le législateur depuis 20 ans, quelles que soient les majorités, a fait à travers des lois, c'est concilier solidarité et autonomie, ne pas les opposer. Et personne ne les a opposés en 20 ans. À chaque fois, il y a une étape nouvelle en termes de solidarité et d'autonomie. Donc, ce n'est pas le patient contre le médecin, mais c'est de tenir en compte toute une série d'éléments sur lesquels je reviendrai. Si on veut résumer, il y a eu 4 lois depuis 20 ans. Il y a eu la loi de 1999 créant des soins palliatifs, qui est un acte de solidarité essentiel. Et Régis vous en parlera mieux que quiconque, médecin engagé depuis de nombreuses années dans les soins palliatifs. J'en dirai un mot sur l'évolution. En 2002, il y a une loi importante qui est la loi Kouchner, qui donne la possibilité à un patient de demander l'arrêt de ses traitements. Une loi extrêmement importante qui, quelque part, renforce l'autonomie de la personne. Car vous verrez dans les lois suivantes, cela peut avoir des conséquences très importantes. Arrêter un traitement peut conduire à l'engagement d'un pronostic vital. La troisième loi est une loi, j'allais dire, de notre époque et qui a été demandée par des médecins. Il y a eu beaucoup de progrès scientifiques dans le domaine de la santé, et certains progrès scientifiques, techniques, ont pu
conduire à ce qu'on appelle des obstinations déraisonnables. C'est-à-dire, pour être plus clair possible, maintenir en vie des personnes de façon artificielle. Là encore, ça a conjugué à la fois solidarité et autonomie de la personne. Et on a cheminé à travers cette loi qui a été, je vous le rappelle, adoptée en 2005 à l'unanimité par le Parlement. Et en 2016, avec Jean, mais surtout, une loi porte des noms, mais c'est la loi du Parlement, on a voulu créer deux nouveaux droits. Les directives anticipées, qui deviennent contraignantes, mais le législateur, là aussi, le droit a parfois son intérêt. Il faut que, lorsque nous faisons une loi, ne pas être bavard, mais trouver les bons mots. Et il y a un mot qui a été mis dans ces directives anticipées, c'est le mot inapproprié. C'est-à-dire permettre à une collégialité médicale de dire non, ces directives anticipées, dans ces conditions-là, ne peuvent pas être appliquées parce qu'elles sont inappropriées par rapport à la situation. C'est un sujet extrêmement important qui a fait l'objet en octobre dernier, il y a un an, d'une décision du Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire constitutionnelle. Je crois que c'était une décision qui serait importante. Et puis, la personne de confiance. Moi, j'étais, en tant que parlementaire, trop marqué par le cas de Vincent Lambert. Une famille s'est déchirée pendant des mois et des mois sur le cas de Vincent. J'ai eu l'occasion de discuter à l'époque, de façon privée, avec sa femme. Ce que la famille a pu endurer autour du corps de Vincent Lambert est inacceptable. C'est pour ça que le législateur a décidé de donner un rôle particulier à la personne de confiance. C'est-à-dire une personne qui exprime ce qu'aurait pu exprimer la personne si elle avait été en capacité de s'exprimer. Et cette personne de confiance peut être choisie soit au sein de la famille, soit à l'extérieur de la famille, mais en aucun cas, personne ne peut prendre le pas sur cette personne de confiance. C'est un progrès essentiel. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé la sédation profonde et continue jusqu'au décès, lorsque la personne est atteinte d'une maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire quelques jours, avec des douleurs réfractaires. Et, c'est-à-dire que le droit aussi est important, cette sédation profonde et continue sous décès doit se faire avec l'arrêt de tous les traitements. Et là, il y a eu un débat au Parlement. Est-ce que l'hydratation et l'alimentation artificielle constituent un traitement ou un soin? Il y avait débat en particulier avec nos collègues sénateurs. Un soin, par définition, doit être poursuivi jusqu'à son terme. Il y a eu ce débat, nous étions avec Jean Leonetti et le Parlement favorables à considérer l'hydratation et l'alimentation artificielle comme un traitement. Le Conseil d'État nous a donné raison, a pris une décision sur ce sujet. Et il y a eu un vrai débat dans la commission mixte paritaire avec le Sénat. Et je dois dire, parce qu'il faut toujours rendre ceux qui prennent, le président Larcher nous a aidé à faire passer cette idée que c'était un traitement. Donc voilà le dispositif aujourd'hui qui existe dans notre pays. Je regarde mon compte. Par rapport à ça, deux questions se posent. Est-ce qu'il est bien appliqué? La réponse est non. Est-ce qu'il couvre tous les cas? La réponse est non.
Et nous avons travaillé avec le Comité national d'éthique et nous avons rendu et remis au président de la République en septembre 2022 notre avis. En quoi ces différentes lois sont mal appliquées? En style télégraphique, Régis reviendra longuement sur ces sujets. Soins palliatifs, il y a encore plus de 20 départements, près de 20 départements qui n'ont pas d'unité active de soins palliatifs. Appliquer des soins palliatifs dans les EHPAD extrêmement difficile, appliquer des soins palliatifs à domicile extrêmement difficile. Et deuxièmement, dans la formation initiale et continue, la part de formation pour les aidants, pour les personnels, les étudiants, pardon, en soins palliatifs sont extrêmement limitées. Donc, la règle, ce que nous avons dit du CNE, c'est la priorité des priorités. Un pays qui n'est pas capable de faire vivre cette notion de solidarité, c'est-à-dire vis-à-vis des plus démunis, des personnes qui sont en situation de précaire, ne remplit pas ces fonctions. Donc il y a un effort considérable à mener sur les soins palliatifs. Alors c'est vrai qu'il faut des moyens, c'est vrai peut-être qu'il faut revoir les types de financement au sein de l'hôpital, à travers la T2A, etc. Bref, ce travail doit se faire, mais il doit y avoir une mobilisation de la communauté médicale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, pour que les soins palliatifs puissent devenir une spécialité à part entière qui puisse attirer nos étudiants. Vous savez, on utilise ce mot, le care, il y a des planètes, etc. En France, nous sommes excellents en termes curatifs. Il faut bien reconnaître que sur cette dimension de solidarité, nous ne sommes pas à la hauteur, et nous le voyons, nous l'avons mesuré au moment du Covid, où le dispositif pour lutter contre la pandémie était juste, mais on n'a pas mesuré les conséquences pour les personnes âgées, pour les plus jeunes d'entre nous, de cette période qui a été extraordinairement difficile. Sur les directives anticipées, 11% de nos concitoyens remplissent des directives anticipées. Donc il y a un travail à faire. Je vous prends un exemple. Le CHU Poitiers a décidé de recruter une infirmière qui est passée par les soins palliatifs, la cancérologie et les EHPAD pour développer auprès des patients, mais auprès de l'équipe médicale, les directives anticipées. Parce qu'on ne peut pas faire une directive anticipée seule, se pose le problème du généralisme, le problème du temps qu'il peut consacrer pour écrire la directive anticipée. Sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, on a une mauvaise évaluation. On ne sait pas dans quelles conditions elles sont pratiquées. C'est un effort, ça a été une réponse importante pour le personnel soignant, mais il faut regarder de très près, je parle sur le contrôle des médecins qui sont ici, sur son évaluation. Donc voilà le constat aujourd'hui. Donc en termes de solidarité, on peut faire beaucoup mieux. Je ne parle pas des inégalités territoriales. Et en termes d'autonomie, on ne couvre pas tous les champs. C'était la deuxième question, et je terminerai par là. Est-ce que, aujourd'hui, on doit poser la question de l'aide active à mourir? Moi, en tant qu'auteur de la loi de 2016, en tant que membre du CCNE, je réponds. Dire cela, c'est pas aller contre les soins palliatifs, bien au contraire. Je vous ai dit que les soins palliatifs étaient un préalable, soins d'un coup. Mais il y a des situations où la réponse, aujourd'hui, n'est pas une réponse aboutie. Vous avez des personnes conscientes qui peuvent exprimer leurs demandes, qui sont atteintes d'une maladie incurable, avec des douleurs réfractaires, dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, c'est-à-dire que la sédation profonde ne peut pas fonctionner, et qui n'ont pas de réponse, qui sont parfois suivis très bien par les soins palliatifs. Mais il y a cette demande personnelle qui, à un moment, peut se poser. Alors,
Il n'y a pas de réponse toute faite. Je pourrais vous citer plein d'exemples où ces personnes ont eu cette volonté d'une aide active à mourir et qui, dans le parcours de traitement, n'ont pu réclamer. D'autres personnes que nous connaissons avec Régis, et Régis a eu un rôle particulier, un collègue député qui a soutenu la loi 2016 et qui m'a dit, Alain, dans le cadre de la maladie qu'on annonce, si les conséquences sont celles qu'on décrit, je souhaiterais une aide prioritaire. Donc voilà le sujet que notre démocratie a à traiter. Est-ce que nous complétons les dispositifs que nous avons aujourd'hui par un nouveau dispositif? Et dernière chose, ce dispositif implique le médecin à des degrés très différents. Si c'est une prescription, c'est ce qu'on appelle le suicide assisté, un médecin prescrit. Si la personne ne peut pas faire le geste, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a appelé dans les avis du CCNE, d'exception d'euthanasie. Donc, il ne faut pas prendre ce sujet comme une rupture. Mais quelles sont les questions que cette évolution de la loi peut poser? Et je laisserai Régis parler de ce sujet, c'est la place des soignants. Quelle est la place des soignants par rapport à une demande sociétale? Moi, je pense que c'est une question extrêmement importante. Et je crois qu'il faut qu'on apporte des réponses, et les législateurs apportent des réponses. Bien sûr, sera instaurée, si la loi progressait, la clause de conscience, comme elle a été instaurée pour l'interruption volontaire de grossesse. C'est ce que nous avons exprimé au niveau du CCNE. On avait exprimé cela très précisément, avec une collégialité. N'oublions jamais que, attention à ce mot liberté et autonomie. L'autonomie, elle doit se mesurer lorsqu'on est dans des situations extrêmement difficiles de famille. Donc il y a ce travail. Quand il y a une demande, il faut que cette demande soit réitérée par une collégialité de médecins et peut-être d'associations pour que ce sujet puisse cheminer. Voilà ce que je voulais vous dire. La convention a été un succès. Le président avait pris l'engagement, après notre avis du CCNE, de lancer cette convention. Je peux en témoigner. Ça a été un succès. Chacun a pu s'exprimer et dans un mot extrêmement important, dans le respect de chacune et chacun. Maintenant, ce n'est pas une convention citoyenne de faire la loi. Je pense que la convention citoyenne va éclairer le débat parlementaire si celui-ci devait avoir. Alors moi, je respecte toutes les positions spirituelles, philosophiques. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant sur un sujet comme ça. Chacun peut avoir son opinion. En faisant une loi, toutes ces lois, on n'a pas traité des cas individuels. On a traité un champ du possible, sachant que chaque jour, c'est dans le dialogue singulier entre les patients et les médecins que les décisions se prennent. Et ce n'est pas le législateur qui va décider ce type de décision. Il faut un cadre dans notre République. Et puis, les dernières choses que je vous dirais, je citerai un philosophe qui a siégé avec nous, c'est Frédéric Worms. Frédéric Worms est aujourd'hui directeur de l'école normale supérieure. Il dit le choix n'est pas entre la vie ou la mort. La mort, elle est là. Et la seule question qui vaille, il la résume ainsi, c'est pour la personne choisir le chemin le moins pire. Je crois que cette réflexion résume beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement ce soir. J'espère pas avoir vous rappeler. Et je souhaite une belle réflexion, mais je vais vous faire une confidence. Plus on avance, plus on se pose des questions.
Et je suis étonné parfois de personnes qui ont des certitudes toutes faites. Ça ne se passe pas comme ça. Hein, ça ne se passe pas comme ça. Mais il ne faut pas qu'une loi, s'il y a une loi, soit déconnectée de la réalité. Parce que la place des soignants, sur lequel on va revenir sûrement, c'est essentiel. Une loi mal appliquée sur le terrain, c'est une loi qui peut faire beaucoup de mal. Souvenez-vous, l'interruption volontaire de grossesse. Combien de femmes ont galéré, ont été, dans un premier temps, culpabilisées dans certains endroits. Et on a vu la difficulté de faire rentrer progressivement cette loi dans la réalité. Et je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête. Et merci de votre attention. Pardon.